Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être de plus en plus nombreux à regarder Atypique, la télévision belge francophone internationale. La situation politique en France, suite aux récentes élections européennes, a engendré des préoccupations majeures au sein des pays de l'Union européenne et parmi les Américains, ainsi que dans les pays partenaires du sud de la Méditerranée, particulièrement l'Algérie. Les liens profonds et multidimensionnels entre la France et l'Algérie, renforcés par la présence de la plus grande diaspora algérienne en France, accentuent l'inquiétude. L'Algérie est un fournisseur crucial de gaz naturel à la France, ajoutant une dimension économique significative aux relations bilatérales. Les répercussions potentielles de la montée en puissance du Rassemblement national, qui a obtenu plus de 30% des sièges aux élections européennes, inquiètent particulièrement en raison de leur politique anti-immigration et de leur intention de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 affectant directement la diaspora algérienne. La dissolution de l'Assemblée nationale par le président français Emmanuel Macron et l'organisation des élections législatives anticipées pourraient intensifier cette crise politique. Si le Rassemblement national venait à remporter ces élections, cela pourrait précipiter des événements graves, y compris une possible démission d'Emmanuel Macron, selon certaines spéculations. Il faut dire que l'histoire du Rassemblement national, qui trouve ses racines dans le Front national, fondé par Jean-Marie Le Pen, un ancien lieutenant parachutiste accusé de torture pendant la guerre d'Algérie, ajoute une dimension historique et émotionnelle à la situation. Marine Le Pen, héritière du Front national, ainsi que d'autres membres de la famille Le Pen, jouent des rôles de premier plan dans le Rassemblement national, renforçant l'image du parti extrémiste et familial. La perception de cette crise en Algérie et dans le monde est teintée de craintes et de préoccupations quant aux implications pour des relations bilatérales et la stabilité politique en France peut être remise en cause. Les chances pour le parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, de renverser la situation semblent minces face à la montée du Rassemblement national et à la coalition de la gauche traditionnelle et radicale, renforcée par le socialiste François Hollande, ancien président de la République française, autour du nouveau Front populaire. Pour discuter de ces enjeux dans ce contexte de crise politique majeure en France, j'ai le plaisir de recevoir Halim Ben Atallah, ancien ambassadeur d'Algérie à Bruxelles et ancien secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger, Ghaleb Benchir, président de la Fondation de l'Islam en France, Soufiane Gilali, président du parti Gil Jadid, et Zine Cherfaoui, rédacteur en chef du quotidien francophone El Watan. À tout de suite. Halim Ben Atallah, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle, comme je l'ai dit à l'introduction, que vous avez été notamment ambassadeur d'Algérie auprès du Royaume de Belgique, auprès de l'Union européenne et auprès de l'OTAN. Vous avez été aussi secrétaire d'État en charge de la communauté nationale à l'étranger. Monsieur Ghaleb Benchir, vous êtes le président de la Fondation de l'Islam en France. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous et bonjour à Halim Ben Atallah. Bonjour et à tous nos amis auditeurs et téléspectateurs. Et nous avons d'autres invités, hein, Monsieur Benchir.
à ma droite, Sofiane Djilali, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, c'est un plaisir et je salue l'ensemble des intervenants ainsi que les téléspectateurs. Et je rappelle que vous êtes le président du parti Gilles Jadid et puis à ma gauche, mon confrère Zine Cherfaoui. Zine, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien francophone algérien El Watan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Et d'ailleurs, je vais commencer avec vous. Je vous en prie. Zine, oui. Nos confrères français ont fait une sorte de revue de presse sur plusieurs de leurs stations, radios, enfin tous les médias mainstream pour nous informer de la réaction de la communauté internationale. Et quand on regarde de très près, on se rend compte que cette communauté internationale est réduite aux pays de l'Union européenne et aux Américains. Or, la communauté internationale, c'est aussi le Sud global, c'est aussi la Russie, la Chine, tous les pays de l'Afrique, Moyen-Orient, monde arabe, l'Algérie. Comment a été perçue la crise politique grave de la France dans le Sud global? Alors, je vais d'abord commencer par saluer vos invités, M. Benchir, M. Halim Benatallah, et ainsi que M. Sofiane Djilali. Merci d'avoir eu la gentillesse de m'inviter sur ce plateau de télévision. Alors, pour répondre à votre question, je vais parler à partir de l'espace qui est le mien, c'est-à-dire parler à partir d'Alger. Donc, je vais donner un point de vue, un regard d'Algérien vis-à-vis de ce qui se passe en France. Alors, en tant que professionnel des médias, la percée de l'extrême droite en Europe et particulièrement en France, personnellement, elle ne constitue pas vraiment une surprise pour moi. Pourquoi elle ne constitue pas une surprise pour moi? Parce que l'extrême droite européenne, depuis au moins ces 15 dernières années, elle est dans une courbe ascendante. Alors, autour de la France, il y a plein de pays, où l'extrême droite a pris le pouvoir. On peut prendre l'exemple de l'Autriche, l'exemple de l'Italie, certains pays scandinaves. Donc on est un peu dans cette ascendance de ce courant politique extrémiste, fascisant, raciste, on peut le qualifier. Bon, je suppose qu'on en reparlera tout à l'heure. Un courant politique xénophobe. Après, au-delà de l'effet que la victoire puisque, bon, citons les choses par le nom, puisqu'on parle de la France, on a la victoire du Rassemblement national lors des dernières élections européennes, bien sûr, est suivie par une forme d'inquiétude. D'inquiétude pourquoi? Parce que l'Algérie est un pays qui a une très forte diaspora en Europe et particulièrement en France. Elle dépasse les 4 millions. Alors s'il faut compter les immigrés, les binationaux, donc ça fait beaucoup. Bien évidemment, on s'inquiète sur le sort réservé à cette diaspora, surtout que nous avons en face des gens qui prônent un discours extrêmement raciste, mais qui prônent aussi l'exclusion et qui réservent des lendemains difficiles, non seulement aux Maghrébins, mais aux Africains de manière générale. Donc, c'est la même inquiétude aussi observée au niveau des grandes puissances telles que la Russie, la Chine, l'Inde? Alors là, le constat est extrêmement contrasté. Alors bon, ces derniers temps, en tant que professionnel, donc c'est un dossier pour lequel j'ai un intérêt important, surtout que j'ai un tropisme pour les dossiers internationaux, je suis un journaliste international. Alors, dans le cas de la Russie, les Russes sont contents de la victoire de l'extrême droite en Europe et en France. Donc, on a beaucoup parlé en France sur la collusion qu'il y a entre Marine Le Pen et Poutine, financement russe de la campagne de Marine Le Pen en 2022. Et donc, il y a un certain nombre de médias russes qui ont applaudi cette percée.
et qui sont optimistes quant à la victoire du Rassemblement national lors des législatives du 30 juin. Donc c'est dans une semaine. Je pense que cet optimisme est fondé puisque tous les instituts de sondage en France donnent le Rassemblement national vainqueur. Maintenant, la question qui se pose n'est pas de savoir est-ce que ce courant fasciste va gagner ou pas. Non, il va gagner. La question est de savoir est-ce qu'il aura la majorité absolue ou non. Donc c'est aujourd'hui, mais pratiquement tous les instituts de sondage, à l'heure où nous parlons, au jour J, donnent ce courant vainqueur. Le nouveau Front populaire vient en second plan et la majorité présidentielle, la majorité de Macron, la majorité qui gouverne actuellement, arrive bon dernier en troisième. Pour la troisième fois, oui. Quid de la Chine, quid de l'Inde, quid du Sud global en général. Oui, alors le Sud global... Avant d'aller plus avant, tout à l'heure, on va analyser éventuellement avec vous Oui, alors le Sud global, on peut en parler. Dans le Sud global, il y a des pays qui ne font pas partie du Sud global. Bon, j'ai parlé de la Russie, donc c'est un concept un peu qu'il va falloir peut-être définir un peu mieux à l'avenir. Vous n'avez pas compulsé la presse de cette région du monde ? Si. Alors, le Sud global est constitué de pays qui ne sont pas sur la même longueur d'onde idéologique. Donc, chaque pays a une réaction propre par rapport aux événements qui ont lieu actuellement en Europe et en France. Vous prenez le cas de l'Inde, Modi, qui lui-même frôle un peu avec... Modi, c'est le Premier ministre indien qui vient de se faire réélire, mais avec une courte majorité, a pratiquement une réaction... ne peut être que content de voir accéder des partis qui lui sont idéologiquement propres. En Chine, la Chine ne fait pas d'idéologie, la Chine fait des affaires. Alors, quand un pays est déstabilisé, ce n'est pas bon pour les affaires. Alors qu'il soit de gauche, de droite ou de je ne sais quel bord politique, c'est comme en Afrique. La Chine perçoit les déstabilisations en Afrique, les coups d'État en Afrique. Alors, là où nous voyons, nous, une émergence d'un néo-panafricanisme, etc., les Chinois, eux, ils disent, bon, il y a des coups d'État, c'est pas bon pour nous parce qu'il va falloir retisser des liens, etc., et donc ils perdent de l'argent. Donc, le Sud global réagit, je suis tenté de dire que le Sud global a autant de réactions qu'il a de pays. Très bien, je vais passer la parole à Sofiane Djelali. Oui. Qu'en pense la classe politique de cette crise politique française? Est-ce que la France risque de basculer dans l'instabilité générale? Bon, c'est trop dire de parler au nom de la classe politique, mais je parle au nom de mon parti. Oui, la France est rentrée dans une période extrêmement compliquée et il faut comprendre derrière ce que expliquait si bien Sharfawi, qu'il y a des dynamiques structurelles qui sont en développement depuis des décennies. En réalité, je pense que le monde s'accélère ou s'est accéléré dans la constitution du monde global, donc de mondialiste, plus que de la mondialisation, ce qui a entraîné une série de facteurs qui ont déstabilisé la société française, mais européenne plus généralement. Donc d'abord, il y a un problème démographique évident où l'Europe est en perte de la natalité, puisqu'on se retrouve avec des taux de renouvellement des générations très, très faibles, en dessous des 2,1 enfants par femme en moyenne. Donc pour certains pays, ils sont à 1,2 et parfois moins. Deuxièmement, une forte désindustrialisation qui a suivi toute la politique de libre-échange et qui a fait que les grandes industries ont été délocalisées vers des pays à coût de main-d'œuvre très faible. Troisièmement, et la France en particulier cette fois-ci, plus que d'autres pays européens, en tout cas du nord de l'Europe, c'est le surendettement. Tout ça mène, alors d'une part, à une paupérisation de la population qui se fait sentir maintenant de façon nette, et en plus, il faut le reconnaître, il y a une forte présence d'immigrés en France, mais aussi en Europe, qui déstabilise aussi le tissu social, d'autant plus que, on le voit avec la tentative de créer un État fédéral au niveau européen,
cette création s'accompagne d'un affaissement qui est volontaire du sentiment national. Donc, les nations sont en train d'être travaillées pour qu'il y ait une disqualification, et on le voit, ça va aller jusqu'au bout de la famille, puisque la nation, en fait, est un peu le couronnement d'un sentiment qui provient déjà de la famille, la tribu, l'ethnie et la nation. Et donc, la mondialisation nécessite une désagrégation, une atomisation des nations. Or, y compris l'État, en tant que tel, par exemple l'État français ou l'État belge ou les États européens, ceux qui font partie de l'Union européenne, se retrouvent avec de moins en moins de prérogatives qui ont été transmises à la Commission européenne et au niveau européen. Or, les États, à l'origine, en fait, sont constitués et sont conçus à travers un sentiment de sécurité du citoyen. Sécuriser le groupe, sécuriser la nation, c'est avoir un État qui organise, qui hiérarchise, qui distribue la rente, etc. Or, on voit bien qu'en Europe et en France, l'État s'amenuise, a de moins en moins de capacité d'action sur le terrain. La nation s'affaiblit, elle est en train de se diluer. L'économie est en mauvaise situation puisque suite aux délocalisations et à la désindustrialisation, ce sont des pays qui vivent de plus en plus sur la dette. Vous savez, par exemple, la France a eu plus de 160 milliards de déficit sur l'année dans sa balance commerciale. C'est un pays qui importe maintenant largement au-delà de ce qu'il peut produire pour consommer. Et ça ne peut pas perdurer avec un endettement de 3 200 milliards de dollars qui fait 115% à peu près du PIB français. Tout le monde sait qu'on atteint là des limites de l'insolvabilité. Et pardon, quatrièmement, c'est important à rajouter, même la dimension spirituelle qui crée une homogénéité dans les populations a pratiquement disparu, à un tel point qu'un grand anthropologue et sociologue, Emmanuel Todd pour ne pas le nommer, parle de religion zéro, après être passé par le stade de zombie. Donc la France est dans une crise qui est dans une dynamique de crise qui va s'aggraver les années à venir. Il n'y a pas de doute. Ce que j'ai envie de vous dire, oui. Ça veut dire que la classe politique algérienne ne s'inquiète pas, elle n'en a cure, elle essaie plutôt de comprendre et d'expliquer cette situation. Pas du tout, il ne s'agit pas de s'inquiéter. Alors, d'abord, il faut bien expliquer qu'en tant que politique, il faut parler non pas en tant que pays qui serait depuis toujours un peu dépendant de l'extérieur et de la France pour plusieurs raisons, une forte communauté algérienne là-bas, etc. Il ne faut pas être en position de quémandeur, mais il faut parler sur une base de réciprocité, de respect des souverainetés. D'ailleurs, vous voyez bien que les populations, puisque M. Sharfaoui a relevé avec justesse qu'en Russie, par exemple, ou même en Inde, il y a un côté pour eux qui serait positif dans le fait que la droite extrême monte, en fait, c'est le souverainisme qui revient par rapport à la globalisation. Mais là, vous êtes en train davantage de me donner votre point de vue et votre analyse. Oui. On va en arriver, on a largement le temps, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai vers vous. Je vais poser ma prochaine question à M. Ghaleb Benchir, qui est en France. M. Benchir, la communauté algérienne de France est montrée du doigt, vous le savez, notamment par le Rassemblement national, hein, ce parti nationaliste extrémiste. Comment, selon vous, les Algériens de France vont-ils agir ou réagir durant les élections prochaines, les élections législatives anticipées qui auront lieu dans quelques jours? Premier tour le 30 juin, le deuxième tour le 7 juillet. Bon, maintenant que les choses sont claires et avec tous nos amis, je voudrais encore une fois saluer chaleureusement le président Sofiane Djilali et notre ami Zine Sharfaoui. Parce que je n'avais pas tout simplement le retour. Maintenant que nous sommes tous réunis, c'est très bien. Je réponds directement à votre question. Aux Algériens de France et aux Algériens d'une manière générale, sans vouloir être moralisateur,
de garder la tête froide, le calme, la sérénité et la sagesse. Bien entendu, il n'y a pas à réagir ou à surréagir, même si les préoccupations sont majeures. Les Algériens de France, ceux qui sont des binationaux et donc citoyens français, de ce point de vue-là, ont leurs droits garantis constitutionnellement, sauf à croire que le Rassemblement national, une fois aux affaires, va triturer la Constitution. Ceux qui sont résidents sur le sol français, eh bien, d'abord, ils ont une situation de repli qui est leur propre pays, et il y a des traités européens et internationaux auxquels l'État français s'est engagé. Ça, c'est au niveau théorique et au niveau des principes. Maintenant, au niveau quotidien, c'est vrai qu'il y a une sorte de libération d'une parole raciste, une désinhibition au niveau des propos infectieux, comme certains les qualifient. Et là, il reste, je suis toujours dans des situations théoriques, mais il faut le faire, à saisir les tribunaux, à agir encore une fois d'une manière civilisée et à s'organiser. Ceux qui sont encore citoyens, je le rappelle, doivent aller voter. Leur voix compte. Ce qui est curieux dans certains cas, je ne voudrais pas mélanger tout de suite les questions religieuses, c'est qu'on a quelques imams incultes sur le plan politique, sans vouloir généraliser, qui sont encore dans des fadaises de type, si vous deviez aller voter, cela relève de la consécration de la tyrannie. Je traduis à peine leur vision des choses. Au contraire, il faut aller massivement aux urnes et voter. Je n'ai pas donné des consignes de vote, mais j'ai envie de dire de voter contre l'extrémisme, contre l'extrême droite, contre les idées racistes, contre les idées xénophobes, contre tout ce qui ne va pas dans le sens du respect de la dignité humaine, du respect, sans vouloir me gargariser de belles paroles, de la fraternité, de la solidarité entre les êtres. Très bien. Monsieur Halim Ben Attala, je rappelle que vous avez été secrétaire d'État en charge de la communauté algérienne de France. Selon vous, est-ce que cette communauté doit craindre cette montée extrémiste? Écoutez, d'abord, je vous remercie pour votre invitation et j'adresse une salutation aux distingués invités qui sont présents. Bon, déjà, moi qui ai un peu de distance avec ces événements, qui m'ont déjà fourni un excellent background et des remarques très précieuses pour ce que je vais dire. Alors, le Rassemblement national, c'est vrai que c'est un phénomène nouveau, mais qui est attendu. Je pourrais dire que depuis des années, la droite, en quelque sorte, fait le lit de l'extrême droite dans une politique de surenchère qui a fait que le Rassemblement national est arrivé au pouvoir. Donc, ça n'est pas... le moment est critique, mais on voyait venir un petit peu l'avalanche. Cela dit, je voudrais d'abord faire 3 remarques préliminaires. Rappelons qu'il s'agit d'une élection européenne et le Rassemblement national, tout le courant de l'extrême droite au Parlement européen est minoritaire, je le rappelle. C'est un courant qui donne de la voix, le Front national en particulier, mais qui pèse très peu dans la construction européenne et qui pèse très peu dans la direction que pourrait prendre l'Union européenne dans les années à venir. Si vous écoutez les membres du Parlement, du Rassemblement national au Parlement européen, qui sont en général monolingues, qui ont faible capacité de lobbying au Parlement européen, et ils influent très peu sur les élections. Alors, leur importance est très relative de ce point de vue. Deuxième remarque, il est vrai que, et là on parle en termes d'hypothèse, bien entendu, de scénario virtuel encore à ce stade, puisque les jeux ne sont pas faits, c'est qu'il est vrai dans une relation, et c'est dans cette perspective-là que je me place, dans une perspective de rapport d'État à État, et du point de vue de l'intérêt national. Alors, il est vrai que face à ce phénomène, nous entrons dans un cycle régressif
porteurs de difficultés pourraient instaurer des crises à répétition. On en a connu avec la droite, certes, et qui pourraient s'inscrire dans la durée. Cela est tout à fait nouveau. Troisième considération préliminaire, dans les relations d'État à État, dans les relations bilatérales, nous pouvons être un petit peu l'otage des politiques intérieures en France. Et cela est un point important parce que si cela doit durer, la question est, est-ce que l'on doit laisser la tendance durer ou préparer des alternatives? C'est un sujet de réflexion. Cela étant dit, j'aimerais un peu faire état de mon expérience personnelle. J'ai été secrétaire d'État, de mon expérience personnelle en la rapprochant des événements d'aujourd'hui. Ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, notre politique en direction de notre communauté, même si on voit que le qualificatif communauté nationale à l'étranger est accolé à une fonction officielle, cela n'est pas suffisant de mon point de vue. En fait, ce devrait être le point de départ d'une politique réfléchie qui est complexe, on sous-estime sa complexité, inscrite dans la durée, avec des moyens constants, donc ce qui signifie une stratégie de long terme en direction. Dans toute cette stratification, croyez-moi, ce n'est pas simple, parce que Monsieur Benatala, j'aimerais tellement que nos téléspectateurs profitent de votre intervention, mais nous avons un petit problème au niveau de la connexion. Je sais que vous n'êtes pas en ce moment à Alger, c'est pourquoi vous êtes par Skype avec nous. Nos techniciens ils vont essayer de voir avec vous. Je vous promets, je reviendrai vers vous dans quelques minutes. Zine Cherfaoui, désolé, je reviens à la presse algérienne. Comment vous évaluez justement la couverture de la presse algérienne de cette crise politique en France? Alors, comme je le disais tantôt, pour utiliser un terme bien belge ou bien canadien, effectivement, cette montée de l'extrême droite en France inquiète. Elle inquiète d'autant plus qu'elle est donnée, qu'elle triomphera selon les instituts de sondage. Mais en même temps, nous regardons ce qui se passe en Europe avec beaucoup de lucidité. Beaucoup de lucidité parce que nous savons tous par expérience qu'une fois les courants extrémistes arrivés au pouvoir, ils sont confrontés à la réalité du pouvoir et très souvent, ils sont contraints de faire dans la réelle politique. Alors, tout à l'heure, vos augustes invités soulignaient que quand on est dans un rapport d'État à État, les gens sont tenus de respecter des protocoles, des accords, etc. Je pense que l'expérience nous montre, et il y a un bel exemple qui est devant nous, c'est le cas de l'Italie. N'oublions pas que l'Italie est dirigée par une femme qui est à la tête d'un parti souvent qualifié de fasciste. Je parle bien évidemment de Giorgia Meloni. Bon, une fois arrivée, alors avant d'arriver au pouvoir, elle promettait d'arrêter l'arrivée des migrants sur le sol italien. Ça a été repris par la presse algérienne, vous voulez dire? Ils ont parlé de cet aspect-là? Oui, dans le cas du... Parce que je vous posais la question par rapport à la couverture de cet événement gravissime par la presse algérienne. Oui. Alors, l'Algérie est importante pour la France. La France considère ce pays comme très important pour elle. Oui. Alors, nous le disons dans nos commentaires. Je parle du journal dont je suis le directeur de la rédaction. Bien évidemment, je ne pourrais pas parler au nom des autres quotidiens, mais beaucoup de sites Internet à Alger, beaucoup de quotidiens, effectivement, ont traité ou traitent régulièrement de cette question. Connaissons les rapports denses qui existent entre la France et l'Algérie et vice-versa. Donc, pour reprendre le fil, mon propos là où je l'avais laissé, donc on a le cas de l'Italie. Donc, on a vu l'arrivée au pouvoir d'une femme d'extrême droite qui promettait de bouleverser les choses, de renverser la table, etc. Bon, mais une fois au pouvoir, on se rend compte que
toutes les promesses électorales dont elle se gargarisait, etc., n'ont pas été tout à fait réalisées. Sur le cas de l'immigration, elle promettait de réduire à 130 000 l'arrivée des migrants. Aujourd'hui, on est à 230 000. Donc, sur la question de ses rapports avec l'Afrique, on le voit bien, elle a des rapports extrêmement cordiaux avec les pays africains. Et dans le cas de l'Algérie, les relations algéro-italiennes, je suis tenté de dire qu'elles ne se sont jamais aussi bien portées que sous Giorgia Meloni. Donc de gros contrats ont été signés, les relations bilatérales ont été renforcées, etc. Donc ce que je veux dire en disant cela, c'est que quand on arrive au pouvoir, on a un tableau de bord, on est face à des réalités, etc. Et quand les réalités sont fortes, etc., on s'y adapte. Donc ça s'appelle la réapolitique. Et je n'exclus pas que si l'extrême droite en France venait à gouverner, parce que ce n'est pas le cas, elle peut gagner aux élections, mais elle peut ne pas gouverner, parce que bon, je pense que leurs conditions pour donner un Premier ministre, c'est qu'ils aient la majorité absolue. Mais donc s'ils ont la majorité absolue, je pense qu'ils vont devoir s'accommoder avec une certaine réalité, qu'elle soit interne et externe. Et tous ces éléments-là, bon, effectivement, nous les traitons pratiquement au quotidien dans le journal que je représente. Très bien, on va encore tester avec M. Halim Bennettala. Je vous demande tout simplement de poursuivre. Allez-y, M. Bennettala. Il faudrait que je retrouve le fil de ma pensée. Oui, donc j'ai essayé de transposer, puisque vous m'avez indirectement posé la question, de transposer mon expérience par rapport à la réalité d'aujourd'hui, qui, je le disais, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Elle est nouvelle en termes d'intensité, elle est nouvelle en termes d'interlocuteurs, mais en termes de réel politique, cela n'est pas évident. Pourquoi ? D'une part, parce que l'Algérie a l'habitude, elle est expérimentée en termes de gestion de crise, de situation d'instabilité politique, et on va s'acheminer vers une conjoncture d'un cycle long d'instabilité politique avec la France. Et à mon avis, l'Algérie est parfaitement outillée pour ce genre de crise. Situation 2, mon expérience fait que au final, on doit traiter avec le gagnant. On doit négocier avec le gagnant, dialoguer avec le gagnant. En l'occurrence, si le Rassemblement national, bien sûr, on est en situation de virtuel, c'est un scénario. Si, bien entendu, le dialogue s'impose. Ça signifie qu'on devra négocier. Tout dépendra de la conjoncture. Et quand l'intérêt national le commande, bien évidemment, la question, à la limite, ne se pose pas. Troisième autre considération, je l'ai vécu également en 2012, lorsqu'il y a eu la confrontation droite-gauche à l'élection présidentielle. Bien évidemment, il y a eu des signaux d'un côté et de l'autre. Et alors, je pense que l'attitude qui laisserait à l'Algérie, en tant qu'État, la plus grande marge de manœuvre de négociation avec le futur gagnant, de rester dans une position de non-aligné active. Non-aligné, ça signifie que l'État doit rester non-aligné, mais active, très bien souligné ici Benchir, c'est par exemple inciter, encourager les Algériens à voter, parce que les Algériens en France, c'est leur première responsabilité de s'engager et de ne pas attendre l'État algérien, parce que ce n'est pas sa mission, sa mission de s'immiscer dans les affaires intérieures. Autre considération, il est toujours la relation avec la France est très sensible. Ce qui est permis avec d'autres pays ne l'est pas permis avec l'Algérie. Je m'explique. Nous avons une relation à gérer et nous sommes en quelque sorte dans une ligne de crête qui est difficile à tenir. Il y a d'un côté le risque de populisme vis-à-vis de notre propre communauté en faisant des promesses qui ne sont pas tenues, c'est déjà arrivé. Et du côté français, des risques, des soupçons d'ingérence, ce qui est déjà arrivé, on l'a déjà vécu. Défendre ses compatriotes, c'est être sous le risque de suspicion d'ingérence, ce qui n'est pas bien entendu le cas.
Pour un citoyen européen qui a un problème à l'étranger, c'est toute la planète qui est mise dessus-dessous. Et quand un Algérien est agressé ou assassiné en France, eh bien, ça s'appelle de l'injustice. Alors, c'est une grève assez difficile à tenir. Dernière considération, de ce que, et je le souligne de nouveau, puisque Ali Benchik l'a mentionné, les Algériens ont, en France, quel que soit leur statut, ont la première responsabilité de s'engager pour déterminer en quelque sorte leur propre destin. Cela me semble important. Et dernière considération, ces élections législatives ne sont qu'une étape. Il y a plus important qui attend les Algériens, qui attend l'Algérie, c'est l'élection présidentielle de 2027. Et alors là, c'est en quelque sorte ces élections législatives, une préparation à ce qui va venir, et ce qui va venir risque encore d'être plus dur. Et de mon point de vue, je pense que Cyril Libre l'a mentionné en sous-jacent, c'est que s'organiser, voter absolument, mais surtout penser à faire émerger un pôle d'influence en France. Sofiane Gilali, monsieur le secrétaire d'État, a parlé de ce qui caractérise par excellence l'Algérie, c'est-à-dire le principe de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des autres nations. Mais est-ce que cette crise politique, les résultats des prochaines élections législatives vont impacter la politique intérieure de l'Algérie? Il n'y a pas de doute que l'Algérie a toujours eu une position très sage à ce niveau-là et qu'elle réagit d'État à État. Et c'est ce qu'il faut. Avec la France, ça reste un État souverain, indépendant par rapport à l'Algérie, même s'il y a beaucoup de citoyens algériens qui se retrouvent là-bas. Alors, concernant tous les Algériens qui ont la nationalité française, je pense qu'ils sont français en France et que sauf si ça devrait partir en vrille en France, ce que je ne pense pas, à ce moment-là, leurs droits sont conservés. En ce qui concerne l'Algérie maintenant, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse très bien sur l'évolution possible et plausible, non seulement de ce qui se passe en France, mais aussi de ce qui se passe plus largement. Et que dans tous les cas de figure, qu'il y ait une majorité pour l'extrême droite ou pour le Front populaire aussi, puisque la question se pose, dans tous les cas de figure, je pense que l'Algérie doit se préparer à revoir comment réintégrer une très grande partie de la population algérienne qui se trouve à l'étranger et comment l'intégrer et lui donner les moyens de son développement en Algérie. Je pense qu'on a beaucoup à gagner. Le reste, ça doit se négocier, ça doit se discuter. L'Algérie a beaucoup d'atouts entre les mains pour imposer son point de vue aussi. Il faut considérer les difficultés de l'autre et trouver une voie médiane. Donc il n'y a pas lieu d'inquiéter outre mesure les Algériens, mais en tout état de cause, et quelle que soit encore une fois la majorité, il faut que l'Algérie prenne en considération les véritables difficultés d'ordre d'abord économique, mais sociaux ensuite, et qui devra protéger ces populations qui sont à l'étranger. Ghaleb Benchir, j'imagine que vous souscrivez, parce qu'il vient d'être dit notamment par M. Halim Ben Attala, vous avez appelé, vous appelez, confirmez-moi, les Algériens de nationalité française en France d'aller voter en masse. Quel est en général, parce qu'on enregistre cette émission depuis Alger, nous sommes une télévision belge, francophone internationale, nous sommes suivis par nos amis africains francophones, mais aussi belges, canadiens et même français, suisses notamment. Comment la communauté musulmane, globalement, est en train de gérer cette montée de l'extrémisme? L'islamophobie, ce n'est plus un secret pour personne, c'est une réalité en France. Eh bien, je souscris tout à fait à ce qui a été dit par le ministre
Là, bien entendu. Entendons-nous bien sur un point. Je représente une institution qui n'est pas religieuse, mais plutôt de vocation éducative, culturelle et civilisationnelle. C'est l'islam écrit avec grand I, la majuscule renvoie toujours à la civilisation et non pas à la religion. Toutefois, j'agis comme citoyen et encore une fois, les Algériens de France, ceux qui sont citoyens, eh bien, ils agiront comme des citoyens. Et dans un État démocratique, a fortiori laïque, ce n'est pas l'appartenance confessionnelle qui doit être mise en avant, c'est d'abord le fait de s'acquitter de son devoir de citoyen pour jouir des droits fondamentaux qui sont garantis constitutionnellement parlant. Et ceux qui veulent s'opposer, et ils doivent le faire, me semble-t-il, contre l'extrémisme et tous les propos de rejet, d'exécration, de haine et de xénophobie, même si j'ajoute qu'il faut distinguer l'appartenance confessionnelle à l'islam et à la citoyenneté française de ce qui est étranger. Moi, je commence à être fatigué sérieusement de ce qui pense être l'islam est égal à l'immigration. Je le répète, l'islam et l'immigration ne sont pas tautologiques. L'islam est une réalité française comme le judaïsme, le christianisme ou toute autre tradition religieuse sous la voûte commune de la laïcité, même si la société française, à majorité, n'a pas de référent religieux. Maintenant, vous parlez de l'islamophobie. J'y reviendrai, je ne voudrais pas être long parce que le concept lui-même commence à être problématique. Il l'est en France, il ne l'est pas au niveau international. Je voudrais dire deux choses, une d'ordre principiel ou fondamental et une d'ordre conjoncturel et contextuel. Ce qui est principiel et fondamental, les musulmans de France n'ont pas à craindre l'arrivée au pouvoir hypothétique ou réel, putative ou affirmée de l'extrême droite. C'est une tradition religieuse multiséculaire et a priori, il y a 2 milliards de musulmans de par le monde. Ce n'est pas leur spiritualité ou leur civilisation qui doivent être atteintes par cette arrivée au pouvoir. En revanche, les musulmans de France qui subissent tout un flot d'injures, d'insultes, sont vilipendés, brocardés tous les jours, à la fois par cette extrême droite du Rassemblement national, mais aussi d'un autre parti beaucoup plus radical, dont le président a été condamné par la justice à plusieurs reprises et dont on a envoyé 5 députés au Parlement européen et qui n'avait comme seul mot d'ordre et seul motif de campagne que le fait de tomber à bras raccourcis sur tout ce qui est islamique et musulman. Revenons maintenant à l'islamophobie. Le problème majeur en France, c'est que le mot n'est pas encore accepté, ce qui est un scandale. Je tiens à le souligner parce que les organisations internationales, à commencer par l'ONU, reconnaissent le 15 ou décrète pour le 15 mars comme une journée internationale de lutte contre l'islamophobie. De l'autre côté de l'océan Atlantique, le mot est reconnu et dans les organisations internationales et un peu partout, sauf que de ce côté-ci de l'Atlantique, pour X raisons captieuses, si on avait davantage de temps, j'aurais tenu davantage d'explications sur soi-disant que le mot serait une invention des islamistes pour ne pas critiquer leur idéologie islamiste, alors que le mot existe dès 1910 avec Maurice Delafosse, il est dans la préface d'Étienne Dinet pour sa biographie du prophète, etc. Donc finalement, et je trouve lamentable que l'on ait, ce n'est pas pour saucissonner ou fractionner davantage la société française, ni pour une quelconque concurrence victimaire, mais que l'on ait une délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie
J'ajoute que Elisabeth Borne avait ajouté l'antiziganisme et qu'il n'y ait rien qui touche directement tout ce que subissent les citoyens de confession islamique à raison de leur appartenance confessionnelle, ceci est inacceptable. Il eût mieux valu qu'il y eût une instance qui traita de toutes les formes de discrimination et de haine. Si on commence à énumérer, eh bien, la réalité d'atteinte des musulmans de France est tout aussi importante que d'autres atteintes d'intégrité physique et morale que connaissent d'autres citoyens. Alors, vous avez parlé aussi du grand panel de ceux qui nous écoutent, l'espace francophone. Eh bien, il faudrait encore une fois leur dire, ceux qui nous suivent de loin, mais ceux qui vivent sur le territoire national, on connaît les barreurs de grand temps. Quand la société connaît les soubresauts d'une grande tempête, c'est là où il faudrait garder la tête froide et surtout trouver les moyens civilisés, les tribunaux, les moyens juridiques et politiques en allant voter massivement et faire barrage à tout ce qui est extrémiste. Halim Bennettala, vous, le diplomate chevronné, quelle est votre lecture? Comment vous évaluez, très franchement, la situation actuelle en France? Bien, écoutez, à ce moment-là, il faut faire si je puis dire, la cartographie politique du paysage français. D'une manière générale, et ma petite expérience étant ce qu'elle a été, en général, nous avons trois types de vis-à-vis, trois types de partenaires. Vous avez les amis, qui sont de vrais amis, mais dont il faut quand même entretenir l'amitié. Cela, vous pouvez compter dessus. Vous avez les faux amis qui vous font l'accolade, mais qui cachent leur jeu. Et cela, c'est souvent assez difficile de traiter avec eux. C'est en général l'attitude de certains courants politiques que je ne vais pas énoncer. Et vous avez une troisième catégorie, comme celle qui arrive, le Rassemblement national, vitupérant, annonçant, à mon avis, très maladroitement, parce que cela va se retourner contre lui sur le plan international et sur le plan bilatéral, il devra faire des reculs et cela va le discréditer. Alors, cette troisième catégorie, franchement, elle n'est pas effrayante parce que j'ai observé qu'à l'international, ils sont d'une certaine inculture en matière de négociation, de dialogue et de négociation. Ils ont tendance à penser que à l'international, ils pourront décréter ce qu'ils veulent et que leurs lubies sont des réalités. On en est extrêmement loin et je ne pense pas qu'il soit impressionnant sur le plan de la négociation, en tout cas sur le plan bilatéral. Et, on pourra les faire reculer, et cela a été dit tout à l'heure, en termes de réel politique, leur marge de manœuvre est très faible. Alors, deuxième élément de la cartographie politique, il faut voir l'état du rapport de force en France. Nous avons, me semble-t-il, cela reste à vérifier, un perdant qui est le président français. Cela signifie qu'il aura à l'avenir une très faible marge de manœuvre sur le plan international, en tout cas dans les rapports avec l'Algérie. Il a dynamité son propre camp et, de mon point de vue, il a aussi cassé la branche sur laquelle il était assis dans les relations avec l'Algérie qu'il a voulu apaiser. Nous nous retrouvons dans une dynamique exactement inverse. Nous allons nous retrouver dans une situation de tension entre l'Algérie et la France. Et c'est une inconnue que l'Algérie devra gérer à moyen et long terme. Il y a un gagnant potentiel, à savoir le président du Rassemblement national, qui, de ce que j'ai vu, a déjà commencé par faire des marches arrière, ce qui signifie qu'il va à l'international, ajouter à son inexpérience. Et il va bien devoir faire aussi des reculs. Et il ne s'agit pas
il s'agit de négocier, il devra apprendre à négocier. Dans un rapport d'État à État, on cherche les compromis et on doit faire des concessions. Il ne s'agit pas de dire, comme au Parlement européen, il n'y a qu'à. Ça n'existe pas dans les rapports d'État à État et il en fera l'expérience dans les rapports avec l'Algérie, cela je vous rassure. Alors, de ce point de vue, que faut-il faire? Ça me semble important. À mon avis, il faudrait, si l'arrivée du Rassemblement national se confirme, eh bien, je considère que c'est une opportunité pour la communauté algérienne de se souder, d'avoir des représentants, de constituer un groupe d'influence et de faire front. La bataille se joue en milieu sur le sol français et il faut s'y préparer. Alors, de manière plus concrète, les distingués invités ont fait la nuance des résidents algériens en France et des Algériens citoyens français. C'est exact. À mon avis, on pourrait anticiper pour aider les Algériens qui seront objets de brigade, qui n'auront pas les moyens de se défendre, que par respect du principe d'ingérence, l'État algérien ne pourra pas toujours intervenir. Monsieur Halim Ben Attala, on a de nouveau un petit problème de connexion. Je reviendrai vers vous pour développer ce point. Notez-le, comme ça on ne l'oublie pas, c'est très important. Et je donne la parole à mon confrère Zine. Zine, monsieur Ben Attala a évoqué le rétro-pédalage de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, sur un certain nombre de points, notamment cette affaire de double nationalité. Il avait promis de retirer, de demander à ce qu'on fasse le choix entre l'une ou l'autre nationalité. Vous pensez, comme Giorgia Meloni, une fois au pouvoir, et vous le disiez tout à fait au début, ça va être un parti normal? Un parti d'extrême droite ne sera jamais un parti normal. Néanmoins, il est confronté à la réalité, comme le disait tout à l'heure M. Benatalla. Je souscris complètement à ce qu'il vient de dire, justement. C'est que confronté à la réalité, il sera bien obligé de revoir des éléments et de son discours et de son action politique et de son programme. Évidemment, nous assistons à des inflexions de la part de Bardella. Il avait promis un certain nombre de choses. Je pense que maintenant qu'il est pratiquement aux portes du pouvoir, on a dû lui dire que ça c'est possible, ça ce n'est pas possible, etc. Mais comme le disait tout à l'heure M. Benatalla, effectivement, je parle bien sûr dans le cadre des relations algéro-françaises, nous sommes dans une séquence assez particulière. D'abord, c'est la première fois depuis notre indépendance que l'Algérie aura probablement à traiter avec un parti d'extrême droite. Jusque-là, c'était une alternance gauche-droite, etc. Bon, chacune avait ses particularités, mais les choses ne changeaient pas. Juste de rappeler, oui. je voulais faire le parallèle avec le parti de Giorgia Meloni, oui. Mais ça n'est pas tout à fait ça. Le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui le Rassemblement national, je le disais à l'introduction, Jean-Marie Le Pen, qui a fondé le Front National. Oui. Jean-Marie Le Pen est un ancien lieutenant parachutiste qui est accusé d'avoir torturé des Algériens. Oui, absolument. Alors, tout cela va peser, effectivement, comme le disait tout à l'heure M. Benatalla, sur le futur des relations entre l'Algérie et la France. Non, mais néanmoins, les négociations seront difficiles. Le Bardella a fait plein de promesses sur lesquelles probablement il reviendra. Mais il faut comprendre que la montée de l'extrême droite en France est le résultat d'abord d'une paupérisation économique, à mon sens. Tout à l'heure, M. Djilali Sofiane parlait de 3 200 milliards 3 000 milliards d'euros pour être exact. Lui, il a parlé de 3 200 milliards de dollars. Donc on est dans les mêmes fourchettes.
On est dans un contexte de bouleversement au niveau international. Vous avez des puissances émergentes. Donc nous assistons à un déclassement diplomatique de la France, un déclassement économique de la France, ce qui se traduit par un déclassement social aussi au niveau interne. Donc tout cela, nous sommes un peu dans le contexte d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui a un contexte qui a permis l'émergence du fascisme à la fois en Allemagne et en Italie, etc. Les extrêmes ont toujours prospéré sur des crises sociales, sur des crises économiques, etc. Et donc dans ce genre de situation, je passe du coq à l'âne, mais je pense que c'est important. Aujourd'hui, on a des gens de la gauche qui ont basculé dans le camp de l'extrême droite. Ils ne l'ont pas fait à cause des Algériens, ils ne l'ont pas fait à cause de l'immigration, mais ils l'ont fait d'abord à cause des promesses non tenues par la gauche et la droite. Ils l'ont fait aussi à cause des décisions impopulaires de Macron. Et donc aujourd'hui, nous avons un réservoir de l'extrême droite qui idéologiquement n'est pas forcément de l'extrême droite. Donc on doit aussi avoir gardé ça à l'esprit. Mais pour revenir à la question qui est la vôtre, effectivement, donc nous risquons d'avoir au pouvoir en France quelqu'un qui, au plan de la généalogie politique, se revendique de quelqu'un qui est colonialiste, anti-algérien, etc., etc. Après, comment cette personne, et tout à l'heure je rejoins un peu ce que disait Halim Ben Atallah, comment cette personne maintenant va traiter avec une réalité qui dit quoi? Qui dit que en Algérie, l'Algérie a pour deuxième ou troisième fournisseur un pays qui est la France. Est-ce que ce monsieur, au nom de son idéologie fascisante, extrémiste, etc., va accepter de s'aliéner un pays comme l'Algérie qui, bon an, mal an, lui donne chaque année l'équivalent de 10 à 15 milliards de dollars? Grande question. Je vais demander à monsieur Sofiane Djelali d'esquisser une réponse, parce qu'on ne peut pas faire très lent. Et en même temps, selon vous, monsieur Djelali, si ce Rassemblement national venait à gagner les élections, à faire un raz-de-marée à l'Assemblée, jusqu'à pousser à la porte monsieur Macron, est-ce que l'Algérie a prévu ce scénario? Est-ce qu'elle se prépare à avoir une politique d'immigration plus stricte, comme par exemple, c'est ce que promet Jordan Bardella, qui, je rappelle, a un arrière-grand-père algérien. Il promet de dénoncer tout bêtement les accords franco-algériens de 1968. Absolument. Bon, je ne sais pas, est-ce que moi, en tant que parti d'opposition, je ne sais pas ce que prépare le gouvernement dans cette situation-là, mais normalement, c'est son rôle d'anticiper, d'autant plus que ce qui se trame, on va dire ainsi, en France, ça interpelle. Le gouvernement doit y réfléchir. Ensuite, il faut, je pense, faire la différence entre, d'abord, il y a une sphère sentimentale. Quand je dis la sphère sentimentale, c'est-à-dire on met dedans des sentiments de haine ou de rejet ou d'exclusion. Mais ça, c'est même le racisme et tout, mais ça n'a pas d'effet direct sur les politiques d'État. Les États sont des entités froides et qui réagissent par rapport à des intérêts sonnants et trébuchants. Maintenant, idéologiquement, se pose un autre problème. Aujourd'hui, la France, la principale ligne de fracture, et contrairement à ce qu'on croit à l'intérieur de la société française, ce n'est plus tellement entre l'extrême droite et l'extrême gauche, puisqu'on voit qu'il y a une bipolarisation avec un centre qui s'affaiblit. Mais l'une des fractures les plus évidentes, c'est être pro-sioniste ou anti-sioniste. Et ça a un rôle extrêmement important. Tout à l'heure, on parlait par exemple de la double nationalité franco-algérienne. Ni Bardella ni quelqu'un d'autre ne pourra y toucher parce qu'il y a la double nationalité franco-israélienne. Et les Israéliens sont aujourd'hui en situation de dicter pratiquement les grandes lignes de la politique étrangère
pas seulement la France, mais de tout l'Occident. Et donc là, il y a un tel deux poids, deux mesures qui est visible devant tout le monde qu'il sera très difficile d'aller avec cette audace-là. Maintenant, quels sont les rapports, comment ils se structurent, les rapports entre l'Algérie et la France? Je veux bien que, j'entends d'ailleurs souvent l'ex-ambassadeur de France à Alger qui défend systématiquement l'abrogation ou l'annulation des accords de 1968. Mais en réalité, qu'est-ce que donne la France à l'Algérie et que donne l'Algérie à la France? L'Algérie donne une sécurité énergétique à la France, par le gaz essentiellement, parce que le pétrole, bon, peut-être qu'elle pourrait en acheter ailleurs, mais le gaz, la fraction que vend l'Algérie est extrêmement difficile. Deuxièmement, l'Algérie importe énormément de produits de la France. Rappelons-nous en 2022, lorsque l'Algérie avait arrêté l'importation des fruits, un célèbre maire du sud de la France qui criait et voulait qu'on mette en accusation l'Algérie parce que les pommes de ses agriculteurs n'étaient plus vendues ou plus achetées par l'Algérie. Donc la France a besoin de vendre beaucoup de produits à l'Algérie. Ensuite, il y a plusieurs sociétés françaises qui sont impliquées en Algérie, qui font leur chiffre d'affaires en Algérie. En retour, l'Algérie retire quoi de la France? En fait, il y a une forte communauté algérienne, mais qui est de plus en plus française en même temps, qui a maintenant la deuxième ou troisième génération, qui naissent en France, qui ont la nationalité française, qui ont gardé peut-être un certain lien sentimental à l'Algérie, mais pas plus. Et donc ce sont d'abord des Français, et ce ne sont plus des Algériens, y compris les mouvances radicales et certaines mouvances extrémistes qui, entre parenthèses, sont bien entendu des Français, mais qui ont été utilisés par la France et par l'OTAN en Syrie. Ils étaient bien utiles dans la guerre contre le régime de Bachar el-Assad. Donc c'est à eux de régler leurs problèmes selon les générations qu'ils ont accueillies. Ensuite, maintenant, l'Algérie se tourne actuellement vers d'autres sources d'approvisionnement, d'investissement. L'Algérie développe ses relations avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie, avec certains autres pays. On a reproché récemment au niveau de l'Union européenne à Bruxelles d'être de moins en moins importatrice des pays de l'Occident. On nous veut un marché qui vend de la matière première, donc les hydrocarbures, et d'acheter systématiquement les produits qui ne sont même plus vendables maintenant en Europe, puisque l'Europe elle-même s'approvisionne essentiellement d'Asie. Donc nous sommes dans une phase où l'Algérie a de moins en moins besoin de l'Europe et de la France, alors que la France a toujours besoin, de façon vitale parfois, de l'Algérie. Donc en tant que monstre froid, les États doivent négocier et discuter sur la base des intérêts et sur la base d'un respect mutuel. Et il n'est pas question d'accepter cette islamophobie qui se développe, qui est juste en fait le pendant du pro-sionisme. En France, le pro-sionisme est tellement puissant qu'il a besoin d'ameuter l'islamophobie pour se maintenir en fait dans les circuits. Ghaleb Benchir, je vais vous donner la parole. Ghaleb Benchir, s'il vous plaît, je vais vous poser une dernière question et puis je donnerai à chacun le temps nécessaire pour conclure. Monsieur Benchir, la diaspora algérienne en France ne doit pas craindre d'être discriminée davantage si le Rassemblement national prend le pouvoir? Il y a de fortes inquiétudes, ça c'est vrai. Elle pourrait craindre cela. Nous verrons dans les premiers temps. Nous verrions, je préfère utiliser le conditionnel, même si les instituts de sondage donnent assurément, si ce n'est une majorité absolue, au moins une majorité relative au Rassemblement national. Mais les inquiétudes, les peurs, les colères sont toujours de mauvaises conseillères. Donc, raison de plus, et je l'ai entendu avec beaucoup de sagesse dans la bouche de nos amis intervenants, qu'il ne faut pas raisonner avec l'affect ou avec des sentiments. Il y a lieu d'utiliser les moyens juridiques dans
qu'on a à disposition et voir comment, par les tribunaux et surtout par une organisation. Vous avez évoqué le mot diaspora, ça c'est vrai, mais moi je voudrais raisonner en termes de citoyenneté encore une fois et avec les devoirs et les droits des citoyens. Il doit y avoir des associations, des organisations. Il faudrait savoir surmonter les quelques vicissitudes et les quelques divisions qui peuvent y avoir et qui sont naturelles, mais elles ne sont pas insurmontables devant un péril de cet ordre. Il y va de la dignité des citoyens d'origine algérienne ou algérien ou algéro ou franco-algérien, certes, mais plus que de la dignité, c'est de leurs droits fondamentaux. Voilà, attendons par la suite et agissons d'une manière calme, sereine, déterminée, résolue, mais surtout civilisée et hautement politique dans toute sa noblesse. Halim Ben Attala, quelles seraient les conséquences pour les Algériens de France si la famille Le Pen venait à prendre le pouvoir? Et avant, je vous demanderai de poursuivre, parce que c'est la dernière tournée pour cette émission, le point que vous étiez en train de développer et qui me semble très crucial. Ah, lequel c'était? Je vous avais demandé de prendre note. Ok, ça m'est revenu. Non, le point sur lequel je voulais insister, c'est que dans la conjoncture présente et dans les années à venir, la situation étant critique, le rôle premier des Algériens en France est de se constituer un pôle d'influence. Et du côté de l'État algérien, mais aussi en première responsabilité des Algériens en France eux-mêmes, c'est de se défendre et à mon avis, de constituer une sorte de force de dissuasion par rapport au Front National. Cela signifie quoi? Comme le disait Sir Halim Benchir, se battre sur le terrain du droit dans une société démocratique par les moyens qu'offre une société démocratique. Ça signifie quoi? Ça signifie, pourquoi pas, ne pas, à l'échelle de la France, créer des collectifs d'avocats qui défendraient les Algériens les plus démunis, qui seraient sujets à brimade. Mais cela ne suffit pas. Créer des collectifs d'avocats, il faut aussi les financer. Et donc là, quel est le nerf de la guerre? À mon avis, simple supposition, le nerf de la guerre serait le suivant. Ça serait d'une part qu'un fonds de solidarité soit mis en place, de soutien et de solidarité aux Algériens en France, qui serait financé à la fois par les recettes consulaires, mais aussi, imaginez un peu, par des contributions des Algériens. Faites le compte, à raison d'1 euro par mois pour chaque Algérien, au bout de quelques temps, il y aurait une force de frappe supérieure au budget du Front National. Ça me semble, en pratique, il ne suffirait pas de faire des communiqués, il ne suffirait pas de s'indigner, il ne suffirait pas de déclarations. Il faut avoir une force de dissuasion sur le terrain et se battre par des moyens démocratiques sur les terrains de droits de l'homme et de notre communauté. Si Cherkaoui a évoqué la question de l'énergie, si Djeleli aussi, alors cela induit la question suivante, c'est que le Front National, une fois arrivé au pouvoir, devra faire le choix entre les intérêts de la France et la rhétorique de son parti. Cela n'est pas évident du tout. Il me semble que le choix sera vite fait, parce que quand il prendra connaissance des rapports de l'administration de l'État profond, il devra bien revenir à la réalité. Exemple, tout simple, ce serait, à mon avis, un des rapports qu'il aura sur la table, c'est la coopération en matière d'information et de renseignement. À mon sens, s'il commet la moindre erreur, l'Algérie fermera les clapets de l'échange d'informations, et alors le système français sera bien diminué, croyez-moi qu'il sera bien diminué sur ce terrain-là, y compris sur les aspects de sécurité en France. Ça signifie que l'Algérie a un levier qu'il a en main et que le Front National ignore ou sous-estime. En tout cas, il ne s'en rendra pas compte. Il s'en rendra compte lorsqu'il arrivera au pouvoir. Alors, vous avez évoqué, et c'est Djeleli aussi évoqué, l'accord de 1968. Ce n'est pas l'accord en lui-même, c'est le 4e avenant. C'est ça, c'était l'objet de la discussion. Alors,
on palabre beaucoup sur la question, mais il faut se poser il faut aller vers la question suivante. Si tant est que cet accord est en défaveur de la France, par-delà les arguties juridiques, pourquoi n'est-il pas dénoncé par la France si la France n'y avait pas un intérêt? Je ne dirais pas en quoi la France y a un intérêt, et je ne dirais pas en quoi l'Algérie serait gagnée dans tous les cas de figure, croyez-moi. Alors, cela induit aussi, vous posez la question quels seraient les incidents sur le plan diplomatique, cela revient à examiner la question suivante. Quelle serait la marge de manœuvre d'un futur Premier ministre Rassemblement national vis-à-vis de l'Algérie? Et donc, supposons, faisons un scénario complètement très virtuel, supposons que début du mois de juillet, le Rassemblement national, il y a un Premier ministre Rassemblement national. Qu'est-ce qui va se passer? The day after, comme on dit. Eh bien, il faudra en prendre acte. Probablement qu'il recevra un message de félicitations comme le veulent les usages protocolaires, mais le message qu'il recevra sera lui-même un message calibré et de manière à mettre en garde le Front National, ou alors sans se dire hostile, mais ouvert au dialogue dans l'intérêt de la communauté et plus largement au profit de l'intérêt national. C'est cela qu'il faut avoir comme ligne de conduite. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ensuite, il faudra attendre les signaux qui viendraient du Front National. Est-ce qu'il veut s'engager dans une spirale de confrontation ou est-ce qu'il veut aller sur un terrain de dialogue? C'est à lui de choisir et donc la balle est dans son camp. Et croyez-moi que la marge de manœuvre du côté algérien est bien plus large qu'il ne pourrait le supposer. Alors, il aura à tenir compte de deux considérations évidentes, tangibles. C'est que la France, à ma connaissance, a quasiment épuisé toutes ses cartouches en matière de mesures de rétorsion, que ce soit sur le plan bilatéral, et les Algériens en Algérie en souffrent beaucoup. C'est pour ça que je suis partisan d'une globalisation des questions et non d'une singularisation des questions, parce qu'en globalisant les questions, l'Algérie est en position de rapport de force favorable, et elle le sera vis-à-vis du Front National, croyez-moi. Alors, de réalité, comme je le disais, la France a épuisé toutes ses cartouches et elle ne pourra que, le Front National ne pourra qu'agir à la marge par des mesures mesquines, mais qui ne changeront pas le fond du problème. Vous savez quoi, Monsieur Benatala? Moi, je vais vous donner rendez-vous à tous les quatre après le 7 juillet, après les résultats des législatives en France, et on va parler en profondeur, pardonnez-moi, de cette relation très particulière entre les deux nations, entre les deux pays souverains que sont la France et l'Algérie. Un dernier mot pour... Oui? Pardon, madame, je termine. Oui, très rapidement, parce qu'on n'a vraiment plus le temps. J'en ai pour une seconde. Il faudra aussi que le Rassemblement national prenne en considération le fait suivant, c'est que s'il pousse trop loin sa logique de confrontation, il faudrait qu'il prenne conscience qu'il mettrait les intérêts de la France en jeu en Algérie. Très important. J'espère que cette lettre, ce message, arrivera à bon port. Zine, un dernier mot. Je ne poserai pas de questions, une conclusion. Et on en termine parce qu'on n'a plus le temps, sauf si Sofiane Djellali me dit j'ai quelque chose à dire. Donc moi, je voudrais juste dire que la problématique pourrait éventuellement se compliquer dans le cas où le président Macron déciderait de démissionner. Là, les relations algéro-françaises pourraient éventuellement rentrer dans un froid hivernal. Et encore, ce n'est qu'une supposition. Mais si le président Macron, après une éventuelle victoire du Rassemblement national ou d'un autre parti, décidait de rester au pouvoir jusqu'en 2027, et comme selon la Constitution française, la politique étrangère relève des prérogatives du président de la République, même s'il y a un gouvernement de droite,
bon, les choses risqueraient de se compliquer, mais je pense que la crise risquerait d'être moins. Le problème risquerait de se poser avec acuité si, au bout des élections législatives, le président Macron décidait de démissionner. À ce moment-là, on serait dans un cas de figure extrêmement inédit et on y réfléchira lorsque les données seront sur la table. Sofiane Gilali, votre parti est un parti de l'opposition, mais vous serez d'avis qu'on n'est plus en 2019 en Algérie, on est en 2024. Il y a un mandat du président Tebboune qui va s'achever dans quelques mois. Ce président a ouvert grandes les portes aux médias internationaux. C'est pourquoi nous sommes là et nous pouvons prendre en compte et remarquer par nous-mêmes comment cette Algérie est en train de changer. Et par rapport à la diaspora, le président de la République actuelle, M. Tebboune, n'a eu de cesse de faire du pied à la diaspora en lui demandant de venir sans pour autant s'installer définitivement, mais venir apporter ce qu'elle a de positif et ce qu'elle a emmagasiné en expérience et en expertise. Et en même temps, il dit à tout le monde, la diaspora algérienne, les Algériens de France et du monde sont des Algériens à part entière et qu'il ne fait aucune différence entre les Algériens d'ici et les Algériens de par le monde, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et s'il y a cette évolution et cette ouverture, ça justifie d'autant plus qu'il y ait aussi un parti d'opposition par rapport à une activité gouvernementale qu'on peut critiquer à tout moment. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais je voulais juste finir sur quelles seraient les conséquences physique, j'allais dire, de la victoire de l'extrême droite. En fait, très rapidement, on pourra avoir quelques petits soucis de visa. Il peut y avoir des restrictions. Mais les Algériens ne sont pas limités à la France. S'ils ont envie de voyager ou de faire des affaires, je pense que le monde est très grand maintenant. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que la France a beaucoup bénéficié de la matière grise algérienne, puisque énormément de jeunes médecins, ingénieurs qui sont formés sur les deniers de l'Algérie et qui vont combler les déficits humains en France. Ça, ils en auront de moins en moins. Et puis, je dis même que beaucoup de jeunes Français d'origine algérienne sont en train de quitter la France parce que le climat général est de moins en moins respirable. Donc au final, je pense qu'il y aura très probablement une confrontation, mais que la réalité des choses va remettre l'eau dans son lit et qu'il ne faut pas inquiéter outre mesure les Algériens. Un dernier mot, M. Ghaleb Cheikh, pour rassurer les Algériens de France. Par souci de concision et de discipline, je dirais attendons le 7 juillet pour voir. Il faut les rassurer, garder encore une fois le calme et la sérénité. Et j'ai été ravi de participer à cette émission à côté d'éminents analystes et j'ai beaucoup appris par leurs interventions. Et on a appris avec vous, M. Ghaleb Benchir, comme à chaque fois. C'est la deuxième fois, je crois, ou même la troisième, que j'ai le plaisir de vous avoir dans l'émission Le Vrai Dialogue. Avant de clôturer cette émission, permettez-moi de vous annoncer que notre chaîne diffusera bientôt une nouvelle émission que nous avons baptisée la Multipolaire. La Multipolaire sera présentée par Davy Rodriguez. Chaque semaine, plongée au cœur des enjeux politiques qui façonnent notre monde, de la montée des nouvelles puissances aux défis des anciens empires. La Multipolaire explore les mouvements tectoniques qui redessinent la carte mondiale. Dans un format dynamique et succinct, Davy Rodriguez analyse les conflits, les alliances, les stratégies et les événements marquants de l'actualité internationale. Que vous soyez passionné par la politique ou simplement curieux de mieux comprendre les forces qui façonnent notre quotidien, la Multipolaire est votre rendez-vous indispensable pour rester informé et éclairé. En paraphrasant Antonio Gramsci, Davy Rodriguez pourrait dire que les vieux empires s'effacent, le monde multipolaire peine à naître
Et c'est dans ce clair-obscur que naissent les tumultes. Soyez prêts à suivre en direct la chute des empires et à observer l'ascension des nations libres et souveraines. La multipolaire est donc votre nouveau rendez-vous avec Davy Rodriguez sur Atypique, la télévision belge francophone internationale. Je clôture ce numéro du Vrai Dialogue, non sans dire un tout grand merci à l'équipe du CIP qui a réalisé cette émission, à la direction du CIC, notre partenaire, et à l'équipe d'Atypique à Alger sous la direction de Rima Kemal. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.